Alors, Agnès Varamian, mesdames et messieurs. Ça va, Agnès ? Bon, merci Paul de rester avec nous, parce que je sais qu'il y a la matinale à préparer demain. Agnès, Surveille. on se tutoie, Agnès, on se connaît. Ouais. Hein, j'ai eu le plaisir de t'avoir Merci Samuel. en correspondante, souvent quand j'étais à la matinale de France Info, et tu étais à l'époque envoyée permanente au Moyen-Orient. Corrige-moi si dans ton long CV et riche CV, il y a des erreurs. Moi, j'aimerais te présenter comme grand reporter, comme correspondante de guerre, comme ancienne correspondante permanente, notamment à Washington, au Moyen-Orient, ancienne rédactrice en chef d'Envoyé spécial, du journal de 20h, actuelle directrice de la radio France Info. Voilà. Alors, je dis pas tout, mais... Non, mais c'est bien, c'est à peu près résumé. Ouais. C'est une belle 32 ans de carrière. télévision, et puis maintenant la radio, et voilà. Vocation, Agnès, c'est-à-dire que le journalisme, c'est pas une question que j'ai posée ce soir, mais quand on fait une jolie carrière comme ça dans ce Alors moi, métier... je suis pas née dans le digital. Hein. Hein, mais vocation née... Non, mon papa était technicien sur les rotatifs du journal Le Progrès, et il m'emmenait sur ces immenses machines. Et il me parlait des journalistes en me disant regarde ce que ces baveux ont encore fait. Et, les baveux. Et je ne sais pas si c'est ça ou si c'est mes racines arméniennes, parce que je suis issue d'une diaspora qui a connu un génocide, qui a été un peuple qui a été éparpillé dans le monde entier. Et à ce titre-là, il y a toujours un peu une valise sous nos pieds. Voilà, le voyage et le monde fait partie aussi de notre ADN. Est-ce que c'est mon éducation? Est-ce que c'est mes origines? Est-ce que c'est ma curiosité d'enfant qui, aussi adolescente, avait envie de connaître le monde? Mais en même temps, comme dans ma famille, j'étais la première à faire des études supérieures, j'avoue que je ne rêvais même pas une seconde de ce travail, de ce métier. Je me disais, c'est évidemment pas pour moi, il faut faire une grande école, il faut faire Sciences Po. Bon, voilà. Quand j'étais à Sciences Po à Grenoble, non pas à Paris, tout le monde me disait, moi je vais être journaliste, etc. Je n'osais même pas rêver à ça. Et puis voilà, d'abord j'ai commencé comme freelance, c'est-à-dire qu'en fait, le jour où le mur de Berlin est tombé, j'étais dans une école de journalisme à Marseille et j'ai décidé avec 2 potes de partir en Volkswagen d'ailleurs, en petit van, jusqu'à Berlin. On a fait notre premier film qui a été présenté à la Fnac de Marseille à l'époque. Et nous étions les héroïques étudiants qui avions donc vu le mur de Berlin quand il est tombé. Et puis... très vite, ces 2 garçons, dont Hervé Guéquière, peut-être que tu te souviens de lui, paix à son âme, très formidable gars, m'ont emmené au moment où l'ex-Yougoslavie était en train de se disloquer et la guerre commençait. Première guerre sur le territoire européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Et là, pareil, on est parti, c'était une 205 Peugeot, et on est parti à Zagreb. Ce stream n'est pas sponsorisé par l'industrie automobile, hein. Ni par Volkswagen, ni par PSA. D'ailleurs, ce stream n'est pas sponsorisé. Non, mais quand les journalistes vont couvrir une guerre ou quand ils couvrent une guerre, la route, les accès, les voitures, je vous assure, c'est super important. Combien de voitures j'ai cassées en reportage au milieu de l'Ukraine, etc. C'est incroyable. Et voilà. Et donc, ça a été la première guerre que j'ai couverte en tant que freelance. Et puis, j'étais lancée. Et puis, voilà. Et puis, la suite, c'est... la télévision, etc. Alors, il y a eu plein de choses. Et ben, justement, ce qu'on vient d'évoquer, en fait, ta carrière débute sur des conflits. On vient en parler, ou des moments historiques très forts comme la chute du mur de Berlin. Et j'aimerais qu'on fasse un focus, parce que ça, c'est un voilà, encore l'iPad qui est tombé. Ouais, c'est l'iPad qui te désolidarise. Le chat, je vous aime de loin. Un focus sur ce métier qui fait rêver aussi, et qui provoque plein de fantasmes. Grand reporter, reporter de guerre. Qu'est-ce qu'on appelle un grand reporter ? Il n'y a pas de différence entre un reporter et un grand reporter. Non, mais alors pourquoi on dit grand reporter ? Est-ce que c'est le fait de partir à l'étranger ? Est-ce que c'est un statut ? Est-ce que c'est la reconnaissance d'une expérience ? Oui, c'est un statut. Vous savez, dans la grille là, voilà. des titres et des salaires, il y a reporter, niveau 1, niveau 2, niveau 3, puis après on passe grand reporter, etc. Bon, là, il y a une grille de rémunération. Après, est-ce que traditionnellement, pourquoi on dit reporter ou grand reporter ? Peut-être qu'en fait, on veut juste notifier par là qu'on est des seniors, entre guillemets. Voilà, c'est-à-dire qu'on a derrière nous un peu de bagage et que quand on nous envoie quelque part, on a déjà travaillé avec nous. Tout ça, ça se base aussi sur la confiance. C'est un métier de confiance. C'est un métier, moi je dis souvent, c'est un métier de compagnonnage, parce qu'on a des compagnons dans ce métier. On n'oubliera jamais avec qui on a couvert un conflit. Jamais.
Même si moi j'ai travaillé 3 ans en Israël, j'ai fait 1 an de couverture en Ukraine avec un garçon qui s'appelle Soufiane Yassine, que j'ai embauché pour aller au bureau de Jérusalem. Je ne le connaissais pas quand je l'ai embauché. Je lui ai dit, écoute mon gars, voilà, t'es d'accord pour partir avec moi, t'installer à Jérusalem, rendez-vous porte de Damas. On s'est rencontrés porte de Damas. 15 jours après, on était propulsés en Ukraine. On a couvert. Lui, c'était sa première guerre. Jamais j'oublierai ce que j'ai fait avec lui. Et je ne peux même pas vous le raconter parce qu'en fait, c'est des liens tellement forts de ce qu'on a vécu ensemble, des risques qu'on a pu prendre, des gens qu'on a rencontrés. On a voyagé pendant 3 ans ensemble. Je sais ce qu'il mange au petit déjeuner. Il sait comment je me lave les dents. Je sais comment, quels sont ses goûts. On s'engueule. Mais c'est du compagnonnage, d'abord, ce métier. Et puis ensuite, c'est aussi un métier de confiance parce qu'on développe, et notamment dans les rédactions, on développe avec sa hiérarchie, avec son chef de service, voilà, une confiance qui fait qu'elle se gagne, hein, parce que c'est pas donné comme ça, on vous la donne pas comme ça, mais qui fait qu'on a ensuite de la latitude sur le terrain et quand on dit, bon, écoute, laisse-moi partir pendant 48 heures à tel endroit, je vais ramener un beau sujet, on nous laisse faire. Voilà. Donc c'est un métier de compagnonnage, de confiance. C'est un merveilleux métier, en fait. Vous n'hésitez pas tous les trois, hein, si vous voulez m'interrompre. Un reportage de guerre, c'est un reportage très particulier. Est-ce qu'il se prépare de façon particulière quand on sait qu'on part sur un théâtre de conflit? Comment on prépare, notamment pour les questions logistiques? J'ai bien compris l'importance de la voiture. Oui. Mais en termes de sécurité aussi, est-ce qu'on prépare ce reportage différemment d'un autre reportage? Alors, les choses ont beaucoup évolué à travers le temps. Moi, je sais, quand je suis partie en Yougoslavie, j'étais freelance, donc j'avais même pas d'équipement, hein. Je suis allée dans une ville, alors peut-être que les plus anciens, ça leur dira quelque chose, la ville de Vukovar, qui a été la première ville, qui ressemble beaucoup aujourd'hui, c'est l'histoire de Mariupol, 30 ans avant. La ville a été entièrement rasée par les Serbes. On a essayé de faire disparaître des crimes de guerre horribles, etc. Nous, on a d'ailleurs fait dans Vukovar les seules images de 300 personnes qui ont été ensuite fusillées par les Serbes. C'est un crime de guerre et nos images ont servi d'ailleurs au tribunal pénal international pour condamner des colonels serbes. Mais ça a beaucoup évolué. Moi, là-bas, j'étais à Vukovar, j'étais sans casque, sans gilet pare-balles, etc. Évidemment, la sécurité est devenue une question fondamentale et pas seulement parce qu'il y a la guerre, mais aussi parce que les journalistes sont devenus des monnaies, sont devenus des enjeux de prise d'otages, etc. Voilà, moi, Hervé, dont on parlait, il a été 1 an et demi otage en Afghanistan. Maryse Burgot, qui est une amie, a été aussi kidnappée sur l'île de Jolo. Voilà, on a eu et on a connu d'ailleurs à France Télévisions et le service public a connu beaucoup d'otages. Et de journalistes morts aussi. Et de journalistes morts. On a commémoré la mort de Gilles Jacquier. J'étais à ce moment-là envoyée spéciale. C'est moi qui ai reçu le coup de fil de Christophe Keng, qui était son caméraman, qui m'a dit Gilles est mort. Et les journalistes sont devenus des cibles. Cibles pour des prises d'otages, cibles parce que ce sont des témoins. Et sur les guerres, on n'aime pas tellement avoir des témoins. Donc, soit on ferme le champ de bataille, et c'est pour ça que je vous disais la voiture est importante, parce qu'en fait, l'accès au champ de bataille est un enjeu aujourd'hui, aujourd'hui depuis toujours d'ailleurs. Et puis, on est des cibles aussi. Moi, j'ai commencé en ex-Yougoslavie à faire mes premières piges parce que d'autres journalistes étaient morts. Et que les rédactions m'ont contacté en disant on ne veut plus envoyer, c'était la télévision suisse romande à ce moment-là, la radio suisse romande, m'ont envoyé là-bas, on ne veut plus envoyer de journalistes, on est traumatisés, le nôtre vient de se prendre une balle dans la tête. Bon, Agnès, est-ce que vous voulez commencer comme nous faire quelques papiers, etc. Voilà, donc de tout temps, mais encore plus aujourd'hui, les journalistes sont des cibles. Quand je t'entends parler, Agnès, du fait que parfois des théâtres de guerre, d'opération sont fermés, interdits aux journalistes parce qu'on ne veut pas de témoins. Tu parlais tout à l'heure d'images, de reportages qui ont servi dans le cadre d'un procès au TPI. Comment ne pas parler de Gaza Gaza, où les journalistes étrangers ont été interdits, Gaza, où les journalistes gazaouis ont été les cibles de l'armée israélienne.
Moi, je crois que j'ai fait partie des premiers journalistes européens qui sont allés à Gaza en tant que embedded, donc avec l'armée israélienne. Oui, le terrain de guerre est fermé à Gaza, clairement. L'Association internationale des journalistes en Israël a été jusque devant la Cour suprême israélienne pour essayer de faire tomber cette interdiction. Ils n'y sont pas parvenus. Mais ce n'est pas le seul terrain de guerre qui est fermé. Il y en a d'autres. Quand les Ukrainiens n'avaient pas envie qu'on aille... Et je prends exprès les Ukrainiens. Quand les Ukrainiens ont voulu fermer une partie du Donbass qu'ils venaient de reconquérir et qu'ils ne voulaient pas qu'on voie exactement ce qui s'y passait, parce que d'abord il y avait beaucoup de morts russes, etc. Et ils savent très bien aussi fermer les terrains de guerre. En Irak, vous vous souvenez, en 1991, terrain de guerre fermé. D'ailleurs, ça avait fait beaucoup réfléchir à l'époque, parce que les soldats américains, à ce moment-là, avaient dit à leurs supérieurs et à Washington, mais on a fait un super boulot. Et en fait, personne n'a rien vu. Ce qui a provoqué pour la deuxième guerre en Irak, que j'avais couverte, le fait que l'armée américaine décide d'embarquer avec elle dans les unités des journalistes. Alors moi, j'avais été embarquée, parce que quand même la presse française, c'est pas grand-chose vis-à-vis des Américains. Donc j'avais été embarquée sur une base aérienne au Koweït. Vous parlez, vous voyez ce que j'allais voir de la guerre, quoi. Donc j'ai vu les premiers avions décoller, génial, super. Et puis ensuite, je me suis dit, si je quitte pas ma base et si j'essaye pas de tracer à travers le désert jusqu'à Bagdad, il va rien se passer. Donc j'avais fait faux bond et j'étais devenue un chat sauvage. Et donc les journalistes, nous étions quelques-uns chats sauvages. On était au milieu du terrain de guerre, comme ça, sans savoir exactement où on était. En voiture. Encore en voiture. Alors toujours en voiture. Et d'ailleurs, elle m'a bien servi, parce que pendant 21 jours, j'ai dormi dedans, ou juste à côté. Vous n'avez pas beaucoup d'essence, c'est ça ? Etc. Vous n'avez pas beaucoup d'essence. Et nous n'avions pas beaucoup d'essence. Et en fait, j'échangeais des coups de téléphone sur mon téléphone satellite avec des jeunes soldats américains, parce qu'en fait, on s'était collés évidemment derrière des convois américains, et contre des rations, parce que nous n'avions pas à manger non plus, et un peu d'essence. Voilà, histoire de quand même survivre et d'arriver jusqu'au bout. Au bout de 21 jours, c'était un peu long quand même. Moi, je découvre l'importance de la voiture pour le métier de grand reporter. Il y a un autre acteur très important, c'est ce qu'on appelle le fixeur. Oui. Alors, comment on définit le fixeur ? C'est le guide, c'est celui qui connaît le terrain. C'est le guide, c'est le traducteur. En fait, qui parfois risque sa vie aussi. Souvent, bien sûr. Et puis c'est celui qui reste après, quand vous partez. Et là, il faut faire très attention, parce qu'il y a des pays, il y a des situations où les fixeurs peuvent être inquiétés après qu'on soit parti, parce qu'ils ont fait avec nous des choses illégales, et on en fait beaucoup. Quand on est dans des pays non démocratiques, on en fait beaucoup. Même un pays comme la Turquie, par exemple, mais qui est un pays libéral, le régime d'Erdogan, on fait très attention à ce qu'on fait faire aux fixeurs, parce qu'on sait que quand on part, derrière, lui peut subir des représailles. Le fixeur, moi j'ai travaillé avec des fixeurs merveilleux, avec lesquels, en fait, quand je les ai rencontrés, je leur dis toujours... il faut que tu deviennes mon double et que je devienne ton double. Tu es mes yeux, tu es mes oreilles, parce que moi je ne parle pas la langue, mais il faut que je te fasse à ma main. Voilà. Il faut qu'ensemble on soit vraiment un duo qui avance, surtout quand on prend des risques. Quand on prend des risques, on ne peut pas se permettre de ne pas être sur la même longueur d'onde. On doit être aligné. Et il m'est arrivé, moi, de laisser des gens derrière moi parce qu'ils ne sentaient pas de prendre des risques avec moi. Eh ben, c'est pas grave. Je veux dire, on a le droit d'avoir peur. C'est humain d'avoir peur. J'ai eu peur. Et parfois, il vaut mieux renoncer que d'essayer de vaincre sa peur et d'abord de faire une bêtise ou d'en faire une à l'équipe. Et comment on arbitre ça ? Comment on arbitre entre je dois être au plus près du théâtre de conflit, de guerre, parfois de massacre, et dans quelle mesure je prends des risques très loin avec ma vie et peut-être même ceux qui m'accompagnent. Moi, je parle souvent de bénéfice-risque. Quel bénéfice vais-je retirer de m'approcher au plus près des combats ? Pourquoi est-ce que je vais aller dans cette tranchée ? Après, on a plein de règles. Enfin, moi, j'avais plein de règles. C'est-à-dire, d'abord, je reste pas très longtemps.
C'est-à-dire, une fois que le sujet est en boîte, ça m'est arrivé, par exemple, en Ukraine, d'aller sur une tranchée. Voilà, évidemment, les soldats, ils sont contents de vous voir, etc. On entend des paix un peu partout, etc. Mais bon, voilà, on fait notre job, quoi. Moi, je suis pas là pour... et mon équipe, elle n'est pas là non plus pour être trop longtemps sur le terrain, parce que plus on reste et plus on prend des risques. Mais il faut quand même rester suffisamment pour avoir de la matière, pour interviewer, pour qu'il se passe des choses, évidemment. Ensuite, il faut toujours être lucide. C'est-à-dire bien sentir, mettre toute son expérience à sentir les choses, à se dire est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je me souviens une fois, il y avait une ville en Ukraine qui s'appelle Lysychansk qui était sur le point de tomber aux mains des Russes. Et on s'était dit, il faut vraiment qu'on y retourne parce qu'on avait déjà fait un premier reportage et on voulait voir juste avant que ça tombe. Parce qu'il y avait un hôpital qui n'avait pas été totalement évacué. Et on s'est réunis et le monteur a dit « moi j'y vais pas. J'y vais pas, vous êtes complètement dingue, on sait pas, etc. » Bon, on y est allé, j'avoue que c'était chaud. On est rentré et on a été voir l'hôpital, c'était les dernières évacuées. Il y avait une situation incroyable de panique, etc. chez les soldats ukrainiens qui finissaient d'évacuer l'hôpital. On a eu ce reportage. Voilà, Bon, moi, j'ai un peu serré les fesses dans la voiture parce qu'il faut rouler à 160, parce qu'on longe un peu la ligne de front et qu'il faut aller vite parce qu'en fait, les Russes ont moins de temps pour cibler. Plus vous êtes une cible mouvante et moins c'est facile de vous atteindre, quoi. Donc voilà, c'est une évaluation permanente. On peut se tromper, il faut se faire confiance. Il faut toujours, quand on avance vers un terrain de guerre, vers un terrain de conflit, il y a des checkpoints tout le temps. C'est comme ça, c'est la vie, il y a des checkpoints partout, il y a des militaires partout, etc. Donc il faut toujours questionner comment est la situation à 1 kilomètre devant, comment la situation hier, comment est la situation il y a 2 heures, etc. Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup poser de questions, avancer doucement. Après, le pire, c'est de se retrouver enfermé. Ça nous est arrivé une fois dans une ville où on avait entendu parler d'un théâtre dans une toute petite ville qui était assiégée par les Russes, dans lequel il y avait des gens qui étaient bloqués là et qui attendaient une évacuation. Et on a réussi à arriver jusque-là parce qu'on avait piqué le mot de passe des militaires. Et en fait, pour passer les checkpoints et arriver donc jusqu'à la ligne de front, tant qu'on donnait le mot de passe, ils nous laissaient passer. Bon, mais c'est rare d'obtenir les mots de passe parce qu'ils les changent tous les jours, etc. Mais là, je ne sais pas comment c'était débrouillé. Donc on arrive au théâtre, on voit ces gens et en fait, on comprend qu'on ne va pas pouvoir sortir tout de suite. Et là, on s'engueule. Tous. On s'engueule. Moi, je dis, il faut sortir, il faut sortir, il faut sortir. Les autres, ils disent, non, mais t'es malade, ça va pas du tout, il faut pas sortir, ça bombarde trop. En fait, Agnès, il faut attendre. Je dis, non, mais en fait, plus on va aller, plus on va être terrifié. Parce que plus ça... On était dans la cave du théâtre et la porte qui était fermée, il y a des moments, elle se soulevait. Donc je me disais, plus on va avoir peur, moins on va bouger, moins on va jamais bouger, on va rester là, cloîtré, enfermé, etc. Et donc à un moment donné, on est sorti. Moi, évidemment, j'ai voulu faire la maline. Je suis sortie la première. Il y a un obus qui est tombé pas loin. C'était au secours. On revient derrière. Puis finalement, on est sorti, on est rentré. Mais voilà. C'est pas brillant au fond, on a fait un super sujet. Parce que le théâtre, c'était un décor absolument incroyable. Il y avait une petite famille, puis c'est l'histoire de l'évacuation qui n'a jamais eu lieu, parce qu'évidemment, ceux qui devaient venir ne sont jamais venus, parce que c'était beaucoup trop dangereux. Donc il y avait une histoire à raconter. En fait, il faut qu'il y ait une histoire à raconter, sinon vous ne prenez pas de risque. S'il n'y a pas d'histoire, il ne faut pas y aller. Agnès, on a parlé de l'avant, de la préparation d'un reportage comme celui-ci, un peu particulier sur un théâtre de guerre, le pendant, le reportage, et l'après. Est-ce que après, c'est dur. Est-ce que des images reviennent? Est-ce qu'on a besoin d'un accompagnement psychologique? Est-ce que ça a été le cas, Agnès? C'est dur quand on rentre. D'abord, on a un sentiment très profond d'avoir accompli son travail, mais comme on l'a, je l'espère, tous les jours en faisant des choses moins dangereuse, parce que moi j'ai fait autre chose dans ma vie. Quand j'étais envoyée spéciale, j'ai pas couru pendant 7 ans, j'ai pas couvert de guerre. Donc il y a un sentiment fort de mission accomplie. Il y a quand même c'est 8 jours, 10 jours après qu'il y a quelque chose qui va pas. Enfin, il y a de l'anxiété, il peut y avoir des choses comme ça. On s'en rend pas compte tout de suite des traumas.
c'est pas tout de suite. Et en fait, moi qui ai couvert le 7 octobre, j'étais en Israël le 7 octobre, oui, j'avoue que parfois je vis avec ces images assez terribles. Et voilà, il faut travailler dessus, il faut essayer de se dire de dire à son cerveau gentiment, tu n'es plus là-bas, mon ami, tu es là maintenant. Tu es en sécurité, tu es à l'abri. Parfois, le cerveau, vous savez, il y a des choses qui déclenchent un souvenir, en fait. Je ne sais pas, ça peut être une porte qui s'ouvre, quelque chose qui claque, et ça réveille des souvenirs, et le cerveau, en fait, il fait venir ces images qui vous envahissent. Et en fait, il faut apprendre à lui dire non, à se dissocier. Non, ça y est, c'est ça, cette image-là, elle appartient au passé. Tu n'es plus dans cette situation-là. Et dernière question, puisqu'on parle de souvenirs, parmi tous ces reportages, toutes ces expériences, toutes ces années, un souvenir plus fort que les autres, ça peut être un très bon souvenir, ça peut être au contraire un souvenir très dur. D'un terrain de conflit ou d'autre chose ? Plutôt sur ce... Bon, ouvrons les portes, justement, sur tous les... Sur les terrains de conflit, c'est forcément des rencontres. Moi, j'ai été très émue, et c'est un reportage que j'avais fait d'ailleurs pour Envoyé spécial en 2023, sur des mères ukrainiennes qui cherchaient leurs enfants. Vous savez, tous ces gamins qui ont été emmenés en Russie de force. Je les ai beaucoup suivis, beaucoup accompagnés. C'est un reportage très émouvant parce que c'est aussi de la pâte humaine, c'est aussi des histoires humaines. On doit les raconter avec... en tant que journaliste, hein, moi je suis pas sur le terrain, je suis pas une grande affective en fait. D'abord c'est une façon de se protéger, et puis oui il y a de la compassion en même temps. Vous savez, journaliste, on passe, hein, donc si on commence à avoir de la compassion pour tout le monde et aider tout le monde et essayer de faire en sorte que de vouloir aider tout le monde, on s'en sort plus nous. Hein, voilà, on est journaliste. Donc, mais ces femmes-là m'ont touchée par leur détermination. D'autant plus qu'en fait, ce qu'elles faisaient, elles s'étaient organisées pour aller en Russie récupérer leurs gamins. Ukrainiennes qui partent en pleine guerre en Russie chercher leurs gosses, bravo quoi. Enfin, c'était un chouette sujet.